C'est un rayon infrarouge. Il n'est donc pas visible à l'œil nu, mais ses effets le sont. Il est très similaire à celui que l'armée développe, mais qui est 50 000 fois plus puissant. Ici, nous avons une lentille, et quand il traverse la lentille, le rayon se concentre sur cet avion. Si je vise cet avion, on voit qu'il finit par brûler à cause de la chaleur. Et je peux ensuite dégager un bon morceau de cette feuille de carton grâce à cela. Les armes laser des futurs conflits spatiaux fonctionneront à peu près de la même manière. Mais les amateurs de science-fiction pourraient être surpris de découvrir comment elles se comporteront dans l'espace. Dans la science-fiction, on voit souvent un laser produire un éclair d'énergie, alors qu'en réalité, avec un laser, on verrait juste le faisceau se connecter et se déconnecter. La lumière est ce que nous connaissons de plus rapide. Si vous voyez quelqu'un en train de vous tirer dessus avec un rayon laser, il vous faudrait réagir très vite, au moment même où son doigt est sur le point d'appuyer sur le bouton. Autrement, vous seriez éliminé au moment même où vous le verriez vous éliminer. Mais lors d'un duel dans le vide intersidéral, même les rayons des lasers utilisant la lumière visible seraient invisibles. La raison pour laquelle nous pouvons voir ce rayon, c'est parce qu'il diffuse des particules de poussière dans l'air. Dans l'espace, il n'y a pas de particules de poussière, c'est le vide. On ne pourrait donc pas voir le faisceau, si ce n'est à travers la cible qu'il vise et les reflets générés par cette cible. Et comme le son ne peut se déplacer dans le vide, on ne retrouverait pas les effets sonores des films de science-fiction dans les vraies guerres spatiales. Même si, dans l'espace, les armes laser ne ressemblaient pas à celles des films, elles n'en seraient pas moins rapides et destructrices sur le terrain. Alors de quoi aurait l'air un combat réel dans l'espace? Il faudra le voir pour le croire. Aucune arme n'a autant fasciné des générations d'amateurs de science-fiction que les lasers à haute énergie. Et il est possible qu'au cours des prochaines décennies, des lasers soient assez puissants pour mettre hors service des satellites proches de la Terre, et ce, en un clin d'œil. Aucune arme n'est aussi rapide qu'un rayon laser de lumière dont la vitesse est de 300 000 km/s. Si l'on arrivait à concevoir une arme de ce type qui puisse percer les blindages ennemis, ce serait formidable, car il suffirait de courant électrique pour l'alimenter. Ce serait comme avoir un chargeur inépuisable. Alors que sur un vaisseau de guerre, quand on a un gros canon, on a besoin de balles et de poudre. Et l'on peut se retrouver à court de munitions. Si vous avez un système laser qui utilise simplement le courant électrique, vous n'avez plus besoin d'emporter des balles. C'est un vrai progrès. Sur Terre, les armes laser pourraient faire leur apparition sur le terrain militaire un jour ou l'autre. En 2008 et en 2009, l'US Air Force a effectué des essais limités avec un système de laser aéroporté. C'est un laser à haute énergie lancé à partir d'un Boeing 747 modifié qui identifie, trace la cible et peut l'anéantir grâce à un rayon d'énergie précis. Le laser peut dégager un volume d'énergie phénoménal quand l'avion vole à haute altitude. Il peut tirer et supprimer les missiles. Il s'agit donc d'un système antimissile. Le jour est proche où, grâce à la technologie, nous pourrons avoir des lasers de plus en plus petits. On pourra alors les placer sur des satellites et détruire des missiles qui traverseraient l'atmosphère. Pouvant frapper à la vitesse de la lumière, les lasers seraient une arme formidable pour les combattants d'un vaisseau spatial. Mais les futurs affrontements entre vaisseaux spatiaux auront peu de choses à voir avec les combats aériens d'aujourd'hui, ou ceux des films de science-fiction. Nous sommes dans 2 siècles. Un vaisseau de ravitaillement et son escorte militaire sont interceptés sur leur trajet vers les colonies martiennes
par des pirates de l'espace qui cherchent à se faire rapidement de l'argent. Aujourd'hui, dans l'atmosphère, les avions ont besoin d'avoir une portance. C'est la raison pour laquelle ils ont des ailes. Et comme ils ont des ailes, et qu'on veut que les pilotes restent conscients, on effectue de longs virages relevés. Dans l'espace, on n'a pas besoin de ça. Un vaisseau peut voler, se retourner et tirer sur le gars qui est derrière lui. Voilà le genre de choses qu'on peut faire sans atmosphère. Tandis que les pirates attaquent le convoi de ravitaillement, d'étranges combattants s'affrontent. Le mieux serait probablement un cube couvert de propulseurs, de petites fusées et de capteurs. Il n'aurait pas à s'inquiéter de l'atmosphère, donc la résistance ne serait pas un problème. Si l'on veut avoir une vision à 360 degrés, en 3 dimensions et tirée dans toutes les directions, il faut un cube. Dans le vide intersidéral, les mouvements de ces étranges vaisseaux seraient assez différents de ceux que l'on observe sur Terre au cours d'un combat aérien. Il faudra pouvoir faire des mouvements beaucoup plus saccadés, qui nous permettent de tirer brusquement sur la gauche, puis sur la droite, tout en continuant à avancer. On peut lancer des fusées au hasard pour freiner le vaisseau, sans avoir peur de s'écraser sur la Terre, comme lorsqu'il y a une atmosphère. Mais s'il n'y a pas d'atmosphère pour ralentir les vaisseaux, n'atteindront-ils pas des vitesses où le pilote commencera à se désintégrer ? C'est la question que nous pose Nicolas B. de Ziegler, dans l'Illinois. Il nous a envoyé un texto. À quelle vitesse les atomes du corps humain commencent-ils à se décomposer ? Nicolas, ta question porte sur une erreur très répandue mais compréhensible. Il se trouve que les atomes restent stables, quelle que soit la vitesse, grâce à leur cadre de référence. En revanche, les humains meurent s'ils sont soumis à une accélération continue, supérieure à environ 10 G. Je dirais donc qu'il s'agit de la limite d'accélération au cours de voyages interstellaires, 10 G. Mais comment peut-on atteindre des forces G dans le vide spatial où il n'y a quasiment aucune gravité ? C'est grâce au principe d'équivalence d'Einstein, une partie fondamentale de sa théorie de la relativité générale. Il établit que la gravité et l'accélération sont équivalentes. C'est ainsi que, dans un ascenseur qui monte rapidement, le passager ressent une force de gravité supplémentaire qui le pousse vers le sol. Si on se déplace trop vite dans l'espace, qu'on est très secoué, le cerveau bouge trop rapidement à l'intérieur du crâne et l'on peut en mourir. Il serait préférable d'avoir des systèmes de guidage à distance pour éviter qu'un pilote ait à faire lui-même ce genre de manœuvre. Les stratèges du futur pourraient même décider de ne pas envoyer de pilote au combat. Dans ce cas, que serait un combat spatial sans pilote ? Étant donné la complexité et la dangerosité des combats dans l'espace, les pilotes pourraient bien ne pas participer directement aux futurs conflits spatiaux. Imaginons que dans 2 siècles, un vaisseau pirate tente de capturer un convoi de ravitaillement pendant que les hommes sont sur les 2 vaisseaux spatiaux principaux. En supposant qu'on ait un grand vaisseau spatial habité ou piloté par un homme qui soit engagé dans une opération contre un vaisseau de même importance, il est clair qu'on n'y mêlerait pas de combattants. On lancerait de petites mines, très manœuvrables, de la taille d'une valise discrète, qui pourraient atteindre le vaisseau ennemi, s'y fixer et le faire sauter. C'est comme ça qu'on ferait. Même si dans l'avenir, les vaisseaux pilotés par des hommes ne seront sans doute pas l'arme principale, les lasers seront toujours susceptibles de jouer un rôle si la guerre se déroule dans l'espace. Cependant, ils auraient quelques défis à relever. Projetons-nous dans 30 ans. Une base terrestre tente de détruire un satellite ennemi avec un laser. Mais avant de pouvoir atteindre sa cible, le rayon doit s'accommoder de l'atmosphère terrestre. Quand vous plongez une paille dans l'eau et que vous observez la forme qu'elle prend en traversant la surface, vous constatez qu'elle semble se plier. C'est parce que la lumière subit une courbure lorsqu'elle passe d'une matière à une autre. De même, les lasers, lorsqu'ils traversent l'atmosphère, doivent surmonter ce phénomène de réfraction.
Donc, lorsqu'on cherche à viser depuis la Terre un objet se trouvant dans l'espace, on doit prendre en compte le taux de réfraction que l'atmosphère imprime à la lumière. Un laser déjà placé dans l'espace serait bien plus efficace pour détruire des satellites ou des vaisseaux spatiaux. Là-haut dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, contrairement à ce qui se passe dans l'atmosphère, la lumière du laser n'est pas atténuée. Mais tant que les scientifiques n'auront pas trouvé une source d'énergie importante, assez légère pour être utilisée dans l'espace, les lasers ne seront jamais assez puissants pour détruire quoi que ce soit. Ce sont les mêmes limites énergétiques qui empêcheront les soldats de l'espace de disposer de ces armes. Tant que nous n'aurons pas de réacteur à fusion qui puisse tenir dans la batterie d'un téléphone portable, nous ne pourrons transporter ces armes très destructrices. Il faut beaucoup de puissance pour faire comme le capitaine Kirk qui tire, détruit et désintègre complètement son adversaire. J'aimerais savoir de quelle source d'énergie il dispose. Finalement, si les lasers ne peuvent être l'arme principale du futur, à quoi ressemblera un conflit lunaire dans un siècle? Comme souvent, les colonies connaissent des dissensions et cela provoque des conflits. On peut penser qu'il serait assez bref. L'environnement est tellement hostile qu'on aurait de la chance si on restait en vie. La force d'agression qui s'approcherait d'une colonie ennemie serait probablement assez petite, à cause des conditions difficiles et des coûts très élevés du transport des hommes et de l'équipement dans l'espace. Pour les mêmes raisons financières, les colonies seraient sans doute construites avec des matériaux légers et fins. Cela coûterait bien trop cher d'envoyer de l'acier inoxydable ou des matériaux blindés. Cela ne conviendra pas aux premières colonies qui, par conséquent, seront très fragiles. Donc une simple agression pourrait être très efficace. Je pense qu'on prendrait simplement quelqu'un pour transporter une bombe en se faufilant chez l'ennemi, ou il la ferait sauter. On pourrait aussi lancer un petit missile. Il serait très difficile à arrêter et pourrait tuer tout le monde sans difficulté. Mais si la force de frappe n'est pas capable d'éliminer du premier coup la colonie, elle pourrait devoir faire face à une contre-attaque à la surface même de la Lune. Dans l'espace intersidéral, même la plus petite blessure peut être une sentence de mort. Si un trou apparaissait dans une combinaison spatiale, l'air s'échapperait et le projectile qui l'aurait percé poursuivrait sans doute sa trajectoire jusqu'à l'individu qui se trouverait à l'intérieur. Alors comment aider cet homme? Comment lui prodiguer les premiers secours? Mais les futures guerres spatiales pourraient dépasser les technologies à la fois de l'homme et de la machine. Après tout, la puissance destructrice d'un phénomène naturel de l'univers a déjà été bien plus loin que tout ce qu'on a déjà fait. Dans plusieurs siècles, une civilisation extraterrestre belligérante pourrait utiliser Mars comme base avant d'envahir la Terre. On pourrait rediriger un astéroïde ou une roche qui se déplacerait dans le système solaire de sorte qu'il frappe Mars. On pourrait lancer une fusée sur l'astéroïde afin de dévier légèrement son cours, de manière à ce qu'après avoir décrit un certain nombre d'orbites, il finisse par toucher Mars. Est-il inévitable que l'homme transforme la frontière ultime en un champ de bataille? Les avancées des techniques de destruction pourraient-elles avoir leur équivalent dans le développement de la sagesse et de l'instinct de conservation? Les êtres humains pensent toujours qu'un jour prochain, on pourra dépasser ce besoin de se faire la guerre. Nous n'y sommes pas arrivés sur Terre et ce sera sans doute pareil dans l'espace. En 1967, la plupart des pays du globe ont signé le traité de l'espace, qui régit les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. Mais on sait que les vols spatiaux vont devenir de plus en plus fréquents. Si au cours de l'un d'entre eux, on découvrait de précieuses ressources inexploitées, ce traité sera-t-il suffisant?
Seul le temps nous dira si cet arsenal d'étranges armes spatiales est un avant-goût de notre futur ou un monde fantastique que nous pouvons éviter.